Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle conférence du Club mathématique de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Roy-Fortin pour un exposé concernant l'apprentissage profond géométrique. Bonne conférence. Donc, est-ce que je suis là? Est-ce que je me vois pas au centre, mais j'imagine que vous, c'est correct. Comment ça fonctionne? Attendez. Pour nous, tout est correct. OK. Bon, bonjour, voilà. J'imagine que les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que je ne suis pas dans mon salon présentement, ni dans ma chambre à coucher. Ça ferait de moi quelqu'un avec des goûts un peu particuliers. Je suis bel et bien dans une salle de classe. Ça ne me tentait pas de faire tout ça à la tablette. Donc, je vais essayer de faire ça au tableau, la présentation. Ce qui veut dire que je vais avoir l'air d'un téléphoniste de chez Bell avec mon petit casque comme ça, puis mon petit micro. Vous pourrez donc m'interrompre donc s'il y a des questions pendant que je suis au tableau, parce que moi, à partir du moment où je vais quitter, je ne vous verrai pas, mais je vais vous entendre. Donc, je vais juste changer de caméra. Est-ce que vous voyez bien la deuxième caméra maintenant? Est-ce que l'écriture n'est pas trop mal? Donc, on va essayer de commencer avec ça, puis on va voir comment ça va se passer. Donc, oui, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de l'apprentissage profond géométrique. Mais avant d'aller plus en détail là-dessus, je pense que on va essayer de motiver un peu l'origine de cette manière de faire de l'apprentissage profond. Ce que je vais dire aujourd'hui, pour l'essentiel, c'est donc une interprétation de certaines parties d'un article super populaire, super connu de Bronstein, Bruna, Lequin, Schlamm et Van der Geinst en 2017. Donc, ceux qui voudront les références, je pourrai les partager par la suite. Donc, on va commencer avec, disons, la partie initiale de la classification d'images, donc qui est un peu la motivation qu'on va vouloir utiliser aujourd'hui. Donc, classification d'images. Est-ce que vous m'entendez bien? Quelqu'un peut me dire si ça va? Très bien, Guillaume. Okay, super, merci, Louis. Donc, classification d'images. Dans le monde de l'apprentissage profond des réseaux de neurones profonds, l'espèce d'équivalent du Hello World. Donc, en programmation, celui où on veut faire écrire Hello World, un programme très simple, c'est la banque d'images MNIST. Donc, ce sont des images qui sont numérisées où on a numérisé des chiffres manuscrits. Donc, par exemple, on a une image comme ça avec un 7 dedans, comme ça. On pourrait en avoir une autre avec un, je ne sais pas moi, un 3, et ainsi de suite. Et là, l'idée, et très, très brièvement, c'est de fournir ces images-là en entrée à un réseau de neurones. On les fournit en entrée, là, il se passe un tas d'affaires au milieu, et on veut qu'à la sortie, cette machine-là nous crache 10 valeurs numériques, une associée à 0, une à 1, jusqu'une à 10, à 9 en fait, parce que 10, ce n'est pas un chiffre, c'est un nombre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui sont certainement très familiers avec ça, d'autres peut-être un peu moins. Mais l'image ici qui est numérisée, c'est finalement un tableau de pixels qu'on peut aplatir pour en faire un vecteur. Donc, je pense que les images MNIST sont 28 par 28. Ce qui fait qu'on peut aplatir ça dans un vecteur qu'on fournit en entrée à un réseau de neurones. Un réseau de neurones, finalement, on peut voir ça comme une machine extrêmement compliquée, compliquée au sens où il y a beaucoup, beaucoup de réglages possibles. Donc, il y a des boutons qui permettent, lorsqu'on fournit quelque chose en entrée, de créer une sortie. Ici, une sortie, c'est des possibilités pour 10 chiffres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir en entrée, par exemple, cette image-là et on va taper la machine, on va la punir, la taper d'un point de vue métaphorique, évidemment, lorsqu'elle se trompe. Quand elle se trompe, elle va essayer de jouer avec ses propres réglages, de sorte que la prochaine fois qu'on va lui donner la même chose, elle va être un petit peu plus près. Et à force de se faire punir comme ça et de s'ajuster, on espère qu'à la fin, elle va être capable de prendre un chiffre comme ça qui est manuscrit, nous dira, tu vois, je sais, je reconnais que c'est un 7. Ou ceci, je reconnais que c'est un 3. Okay? Donc, ça, c'est la tâche, disons, la plus classique pour illustrer un peu la classification d'images. Si on prend des images différentes, par exemple, donc si je prends, et là, je vais montrer mon talent exceptionnel en dessin. Si on prend, par exemple, l'image d'une voiture, je vais essayer de la dessiner comme ça. C'est une voiture, elle est vraiment pas belle. On va dire quelque chose comme ça.
Donc, je vais quand même l'écrire parce que je me rends compte que ce ne serait vraiment pas clair sinon. Donc, voiture. Ben, il y a peut-être cette manière de procéder-là, on peut peut-être la considérer comme un peu naïve parce qu'il y a des propriétés de la reconnaissance d'image qu'on n'exploite pas nécessairement avec cette manière de procéder-là. Notamment quoi? Notamment le fait que la voiture, dépendamment, ça reste une voiture, peu importe où elle est placée dans l'image. Donc, si je la place, au lieu d'être au centre, si je la place dans le coin, ben, d'un point de vue du fichier qui représente l'image, ceci est complètement différent de ceci. Quand je vais aplatir ceci pour en faire un long vecteur, ça va être très différent de ceci. Pourtant, l'image derrière, ça reste la même voiture, ou à peu près. Okay? Donc, il y a une propriété qu'on voudrait exploiter, c'est celle de l'invariance sous translation. C'est dire qu'une voiture reste une voiture, peu importe où on la place dans l'image. C'est un principe général qui s'applique, qui devrait peut-être être exploité dans la configuration ou dans la conception d'un réseau qui vise à classer des images de voitures, des images en général. Okay? Il y a d'autres principes qu'on peut exploiter, mais puisqu'aujourd'hui, je veux me concentrer sur une chose, on va s'intéresser seulement à ça. Je peux mentionner au passage qu'il y a aussi une idée de localité. Par exemple, si ici, c'est le ciel, ben, il risque d'avoir des pixels bleus un peu partout ici, c'est un ciel ensoleillé. Donc, l'idée que si je prends un pixel ici, ben, sa valeur risque d'être très, très près, très, très similaire à celle des pixels autour, à moins que je sois sur la frontière de quelque chose. Okay? Donc, c'est d'autres choses qu'on peut exploiter, mais aujourd'hui, on va se consacrer à cet aspect-là de la reconnaissance d'image, c'est-à-dire l'invariance sous translation. Et comment est-ce qu'on peut l'exploiter, cette invariance sous translation-là? Ben, c'est dire que, par exemple, si je voulais essayer d'identifier la présence d'une roue, que la roue soit ici ou qu'elle soit ici, je devrais être capable de le reconnaître. Et donc, l'idée de base dans la reconnaissance d'image, c'est de retomber en enfance et donc de jouer à ce jeu avec des pochoirs-là. Il y avait un jeu où, par exemple, on avait des différentes formes géométriques, un triangle, un carré, un cercle ou un disque plutôt, et on devait les faire entrer dans les zones correspondantes. Okay? Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer des filtres. Donc, on va se faire un filtre qu'on va appeler H, qui est comme une espèce de figure plus petite, qui, par exemple, pourrait contenir une petite image qui représente ce qu'on a en tête quand on pense à une roue. Okay? Et là, on va prendre ce filtre-là et on va le déplacer, on va le faire circuler, on va le faire balayer sur notre image principale. Donc, quand, par exemple, je place mon filtre ici en haut à gauche, ben là, ça ne marche pas. C'est comme si j'avais essayé de faire entrer donc un triangle dans quelque chose qui était fait pour un carré, ça ne marche pas du tout. Donc ici, la correspondance, elle est faible. Et là, on imagine que je fais balayer ça. Et à un moment donné, je vais arriver ici, oups, ben là, mon filtre, il se superpose presque parfaitement avec ce à quoi l'image correspond. Donc ici, on aurait une correspondance, correspondance qui est forte. Est-ce que cette idée-là, elle est claire? Donc, je vais faire comme je fais en classe quand je donne un cours de cette manière-là. Je vais prendre le silence comme un tonitruant. Oui, tout est clair. Donc, c'est important. Sinon, on finit par se perdre. Donc, comment ça fonctionne de manière plus précise? Ben, c'est l'idée d'une couche de convolution. Donc, je vais essayer de décrire ça de manière plus précise. Donc, plus précisément, donc, une couche de convolution agit ainsi. Donc, on va imaginer que mon image principale, elle est 3 par 3. Je vais l'appeler F.
je vais imaginer mon filtre H, donc c'est ce qui joue le rôle de, par exemple, ce petit filtre-là qu'on avait dans l'image de la voiture. Donc, ça va être 2 par 2 et je vais avoir une sortie correspondante qu'on analysera ensuite. Donc, je vais mettre le signe d'étoile ici pour la convolution. On va voir un peu comment ça marche. Donc, on va supposer que mon filtre, c'est une sous-image, donc avec 4 composantes qu'on va appeler A, B, C et D. A, B, C et D. Et je vais considérer donc une sous-grille, donc une partie de mon image principale avec laquelle je veux comparer. Donc, je veux voir est-ce que ce pochoir-là, il correspond bien ici. Donc, je vais appeler U le vecteur qui correspond à ces 4 pixels-là, donc U0, U1, U2 et U3. Donc, j'ai un vecteur U ici, U0 jusqu'à U3. Et ici, j'ai le vecteur H qui est composé de A, B, C et D. Et là, ben, je voudrais comparer, est-ce qu'ils sont proches, il ne faut pas que je m'éloigne trop, est-ce qu'ils sont proches l'un de l'autre, ces vecteurs-là? Est-ce que je suis dans une situation où il y a une très, très faible correspondance ou dans une situation où il y a une très forte correspondance? Et donc, au fond, on a 2 vecteurs. J'ai un vecteur U et j'ai un vecteur H dans R4, ici, dans l'exemple que j'ai utilisé. Comment on fait pour comparer les vecteurs, d'habitude? Donc, une manière très simple, c'est de prendre leur produit scalaire. Parce que si le produit scalaire est 0, notamment les vecteurs vont être orthogonaux, on va considérer qu'ils sont très différents et plus ils vont se rapprocher. Donc, je peux le rappeler ici. La gestion du tableau est un défi qu'on essaie de faire de l'enseignement comme ça. D'abord, vous allez remarquer que c'est peut-être plus difficile à voir. Vous me le direz si c'est vraiment rendu difficile de lire. Je vais faire un squeegee de moi-même et je vais nettoyer ça à l'eau. Je pense que d'habitude, pour les quelques premiers coups, ça fonctionne, donc vous me le direz. Mais on devient soudainement beaucoup plus conscient de l'exploitation de l'espace qu'on a à notre disposition. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire sur le produit scalaire? On se rappelle que, donc, si je prends le produit scalaire entre 2 vecteurs U et V, ça, c'est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de θ, où θ, c'est l'angle entre les 2 vecteurs. Donc, si les 2 vecteurs sont très, très proches, l'angle θ devient très près de 0, ceci devient très près de 1, et donc, on a un produit scalaire qui est plus élevé. Okay. Ce qui veut dire qu'une manière de mesurer si la sous-grille ou la partie de l'image qui correspond au filtre qu'on a, c'est de prendre le produit scalaire entre H et U. Donc ici, dans notre sortie, qu'est-ce qu'il va avoir dans cette case-là? Il va avoir simplement U, produit scalaire avec H. Et ici, il va en avoir un autre produit scalaire qui va correspondre à quand j'ai fait déplacer comme ça. Donc, j'ai pris, je l'ai fait une fois ici, ensuite comme ça ici, comme ça ici, comme ça ici. Et donc, après avoir fait le balayage, j'obtiens une sortie ici qui correspond à quoi? Qui correspond à des intensités. À quel point les sous-images que j'ai considérées donc fit bien avec, en bon français, avec ce filtre-là. Okay. Est-ce que c'est clair pour ça? Il y a des questions jusqu'à maintenant? C'est clair. Donc, c'est peut-être pas évident pourquoi ça s'appelle une convolution, ça, mais ceux qui sont plus familiers avec les convolutions de signaux discrets, donc très rapidement, là, quand j'ai 2 signaux discrets et que je prends leur convolution, ça va être la somme pour, disons, les K dans Z de U. Donc, si je veux l'évaluer en N, ça va être UK fois H N-K. Donc, ça ressemble à un produit scalaire, c'est ici, hein, parce qu'on prend les composantes d'un vecteur U, on les multiplie avec d'autres composantes d'un vecteur H avec un certain décalage. Donc, je ne veux pas aller le faire dans le détail, mais ça justifie, disons, le nom de convolution qui est utilisé pour décrire cette manière de procéder-là.
Une chose qui est essentielle jusqu'à maintenant, c'est l'idée que les données d'entrée, nos images, elles sont organisées en grilles parce qu'il y a une manière canonique de se déplacer et de couvrir toute l'image. Je commence en haut à gauche, je peux me déplacer à droite jusqu'à temps que j'arrive à la fin, ensuite je descends et je peux faire ça de manière systématique. Et donc, la question principale ici, c'est donc celle qui va nous diriger pour le reste de la présentation. Donc, comment faire si les données d'entrée, les données ne sont pas organisées en grilles? Donc, par exemple, si au lieu d'avoir des données qui étaient sur une image, j'avais des données qui étaient définies sur un graphe, bien là, c'est une manière hyper claire de se déplacer sur un graphe. Donc, supposons que j'ai un filtre avec deux sommets. Est-ce que je pars de ces deux-là, ensuite je vais à ces deux-là, ensuite à ces deux-là? Peut-être qu'avec un simple graphe comme ça qui est tout petit, ça peut paraître clair, mais imaginez que vous avez des milliers ou des millions de sommets. La question n'est pas du tout naturelle. Donc, comment on définit naturellement ou disons intelligemment une convolution sur un graphe? Okay? Et par exemple, si vous avez une variété ou donc une géométrie qui est non riemannienne, vous pouvez prendre, disons, un maillage de points pour discrétiser votre variété. Vous en faites un graphe et donc vous arrivez à la même question. Okay? Donc, si des données vivent sur un espace qui n'est pas euclidien, donc l'espace euclidien vient livrer avec une base canonique qui nous permet de nous déplacer de manière naturelle. Et ici, qu'est-ce qu'on fait donc si on n'est pas organisé en grille? Donc, comment, finalement, la question principale? Nous, on va s'attarder aujourd'hui au cas des graphes, mais notre objectif à partir de maintenant, c'est donc comment définir donc comment définir intelligemment. Donc, intelligemment, on le met entre guillemets aussi, puisque c'est pas si clair nécessairement, c'est pas la seule manière de faire, mais avec au moins justifié de manière intelligente comment définir donc une convolution sur des graphes. Qu'est-ce que la motivation, au moins, elle est claire jusqu'ici? Parce qu'à partir de maintenant, on va faire un détour plus mathématique pour en revenir à cette question-là. Donc, on va laisser cette question-là de côté pour un temps. On va s'intéresser à un autre angle d'attaque pour la convolution standard, qu'on va ensuite ramener à notre idée ou à notre univers sur les graphes. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça semble clair. Donc, on va prendre une gorgée d'eau. Donc, peut-être section 2. C'est ça, j'en ai-tu fait une autre avant? Non. Donc, section 2, on va appeler ça détour mathématique. 2 préliminaires, disons, mathématiques. Donc, on va se rappeler certains aspects, certaines notions avant de revenir à la question qui nous intéresse, c'est-à-dire celle de la définition d'une convolution sur des graphes, hein, parce qu'on veut faire la même idée. Et donc, on va essayer de se rappeler de quelque chose qu'on connaît ou qu'on a peut-être étudié au bac, qu'on est en train d'étudier par rapport à la convolution. Donc, pour faire ça, faire un premier rappel. Donc, rappel. Donc, la transformée de Fourier d'une fonction f. Je ne serai pas très précis aujourd'hui et c'est mieux ainsi pour sauver un peu de temps.
est, donc on va l'appeler f chapeau de xi. Donc, c'est la transformée de Fourier d'une fonction f évaluant xi. Ça, c'est, on va prendre l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x fois l'exponentielle de moins i xi x dx. Okay. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu ça, peut-être qu'il y en a qui sont en train de voir ça, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont encore jamais vu. S'il y en a qui ne l'ont jamais vu, c'est quoi la transformée de Fourier? C'est une recette, finalement. C'est ce qui est la clé d'une recette. Si vous avez un plat ou un smoothie, je prends tout le temps cet exemple-là quand j'essaie de l'expliquer à mes étudiants. Vous avez un smoothie qui est délicieux, et là, vous êtes, je veux absolument le refaire. Vous aimeriez savoir c'est quoi exactement les ingrédients et quelle proportion de chacun des ingrédients qu'il y a. Donc, supposons que dans le smoothie, vous savez qu'il y a des bleuets, je ne sais pas moi, des bananes et du yogourt. Vous voudriez savoir, y a-t-il beaucoup de bleuets, y a-t-il beaucoup de bananes, y a-t-il beaucoup de yogourt? Ben, si le smoothie, c'est la fonction initiale f, ben, la transformée de Fourier, c'est une fonction qui va lire les ingrédients. Il va dire, OK, tu veux que xi, c'est les bleuets, f chapeau de xi va dire, il y a 30 ou 30 grammes, ou donc il y a une certaine quantité de bleuets là-dedans. Et donc, pour tous les ingrédients xi possibles, ici xi en mathématiques, on va le considérer comme une fréquence, on va se dire pour un signal complexe f chapeau de xi va me dire l'importance de la fréquence xi dans la composition du signal f. Okay. Ce n'est pas important d'aller plus en détail que ça aujourd'hui. On peut aussi faire la transformée de Fourier inverse. Donc, la transformée de Fourier avec le monde du smoothie, c'est l'idée que si j'ai la liste des ingrédients et leurs proportions, je peux recomposer le smoothie. C'est ça l'idée. Si je sais que ça me prend 30 grammes de bleuets, 50 grammes de yogourt, puis je ne sais pas moi, une banane, ben, autrement dit, si je connais la transformée de Fourier du signal initial, je peux recomposer le signal initial. Donc, ça veut dire que je peux retrouver f de x en faisant de la transformée de Fourier donc inverse de f chapeau évalué en x. Ça va être 1 sur 2 pi fois l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f chapeau de xi multiplié par l'exponentielle de i xi x. Et là, on intègre par rapport à xi. Okay. Donc, la transformée de Fourier et son inverse, c'est deux manières différentes de voir le même objet, donc une fonction f que vous pouvez voir dans L2, par exemple, ou dans L1, ou peu importe, mais pas peu importe, mais ici, ce ne sera pas important. Donc, soit vous voyez le signal lui-même. Une autre manière de penser à ça, c'est une note de musique. F, c'est une note de musique, un accord. Enfin, non, F, c'est un accord. Et F, chapeau, donc la transformée, c'est la liste des notes qui forment l'accord, avec l'importance ou en tout cas quelque chose comme ça. Et pourquoi je parle de ça? Mais c'est parce qu'il y a un lien entre la transformée de Fourier et la convolution entre deux signaux. Il y en a qui vont peut-être s'en rappeler. On n'oublie pas que nous, on veut parler non pas de smoothie, de notes de musique. Ce n'est pas un resto à déjeuner ici. On veut parler de convolution. Et donc, il faut essayer de se rappeler qu'est-ce qu'il y a comme lien entre la convolution et la transformée de Fourier. Ben, le point principal, donc rappel, on sait que la convolution entre f et h, donc telle qu'on la définit au centre, donc on définit la convolution, c'est l'intégrale, on pourrait l'écrire, j'ai écrit la version discrète tout à l'heure, mais ça, en fait, on sait que c'est égal à la transformée de Fourier inverse du produit usuel entre f chapeau et h chapeau. Et donc ça, c'est crucial.
Parce que nous, on a de la misère à définir de manière organique une convolution sur les graphes. Et là, on vient de se rappeler que si on a une théorie de Fourier, on est capable de réduire la définition de la convolution, donc si j'ai une théorie de Fourier, au produit usuel. Donc, si je suis capable sur les graphes de développer une théorie de Fourier, je vais être capable, donc ça aura du sens au moins de définir la convolution de cette manière-là. Donc maintenant, notre but, c'est plus de faire des convolutions sur les graphes, c'est de faire une théorie de Fourier. Comment on va développer une théorie de Fourier sur les graphes? On va remarquer deux choses. Ça ici, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du produit de deux fonctions, c'est quoi? C'est le produit scalaire entre f et donc l'exponentielle de i xi x, qu'on prend par rapport à la variable x. Et donc, la transformée de Fourier, on peut la définir comme un produit scalaire sur un certain espace donné. Même chose avec la transformée de Fourier inverse. On va simplement prendre le conjugué. Donc, ça, c'est f chapeau avec l'exponentielle de donc moins i. Là, c'est par rapport à x. Donc, on peut définir les transformées de Fourier avec des produits scalaires. Les produits scalaires, d'abord avec la fonction qu'on veut transformer, avec le signal qu'on veut transformer. Et maintenant, il faut s'intéresser à quoi? C'est quoi ces fonctions-là, l'exponentielle de i xi x? Ben, donc je vais faire un rappel. Donc le Laplacien est défini. On peut le définir de la manière suivante. Le Laplacien, c'est la divergence du gradient. Autrement dit, ça va donner quoi? Ça va donner, dans l'espace euclidien, la somme des dérivées partielles d'ordre 2. Pourquoi je parle du Laplacien ici? Ben, si je prends, donc, ainsi, si on prend le Laplacien en une dimension sur R, donc sur R, on a, si je prends le Laplacien par rapport à la variable spatiale ou temporelle x, de cette fonction-là ici. Donc, parce que je rappelle, on veut définir une théorie de Fourier sur les graphes maintenant, parce que si on a une théorie de Fourier, on a une convolution. Et là, on se dit, oups, je viens de remarquer que la définition des transformées de Fourier, ce sont des produits scalaires avec la fonction qu'on veut transformer et ces fonctions-là. Et quelles sont-elles, ces fonctions-là? Bien, si je prends leur Laplacien, si je prends le Laplacien de l'exponentielle de moins i xi x, qu'est-ce qui va sortir ici? En une variable, il n'y a pas de dérivée partielle, c'est simplement la dérivée usuelle par rapport à x de degré 2. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir moins i xi carré fois l'exponentielle de moins i xi, x xi. Je devrais peut-être mettre un moins ici. Là, je vais mettre moins la divergence du gradient. Ce qui fait qu'on obtient xi carré fois l'exponentielle de moins i xi x. Donc, quand vous prenez le Laplacien de cette fonction-là, ce que vous obtenez en sortie, c'est la même chose que vous aviez en entrée fois une certaine constante, xi au carré, qui est la fréquence au carré. Donc, les fonctions exponentielles de moins i xi x sont des fonctions propres du Laplacien sur R. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elles satisfont quelque chose comme Laplacien de phi égale lambda phi. Hein? Quand je prends le Laplacien de ces fonctions-là, j'obtiens en sortie exactement ce que j'avais donné en entrée au Laplacien, fois un certain facteur, une valeur propre ici qui est de xi au carré, la fréquence au carré.
Donc, ça nous donne une idée, ça. On se rappelle, c'est quoi le cheminement? On veut faire une convolution sur les graphes. À l'aide de la théorie de Fourier, on se dit, hey, la convolution, je ne peux pas la faire directement, mais si j'ai une théorie de Fourier, je vais être capable de la définir. Je me rends compte que dans la définition standard d'une théorie de Fourier, c'est le produit scalaire d'une fonction qu'on veut transformer avec une fonction propre du Laplacien. Donc, si je réussis à définir un Laplacien sur les graphes et que je peux obtenir l'équivalent des fonctions propres, je pourrais développer une théorie de Fourier. Et ce sera donc notre objectif à partir de maintenant. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je te suis. C'est Louis qui dit ça? Mon collègue qui m'encourage. C'est drôle parce que là, si les gens en parlent, il faut que j'essaie de deviner si je les reconnais à leur voix ou pas. Il y en a qu'on reconnaît plus que d'autres. OK. Donc, section 3, on va parler de théorie spectrale du Laplacien sur des graphes. Donc, spectrale du Laplacien sur des graphes. Donc, rappel, c'est quoi un graphe? Donc, les graphes qu'on va considérer aujourd'hui, donc un graphe, ça va être un ensemble de sommets J'aurais V. peut-être une petite question, moi. Oui, vas-y. Dans le fond, juste pour être sûr là, de comprendre le chemin là, Ouais. entièrement. Là, Ouais. là, bon, j'ai bien compris l'affaire de théorie de Fourier, mais j'ai moins bien compris la partie Laplacien. OK. Est-ce que dans le fond, l'idée, c'est que dans ton espèce d'intégrale, il y a l'espèce de fonction exponentielle? Ouais. Puis là, tu te dis, mais dans le fond, cette fonction-là, on peut la voir comme une fonction propre du Laplacien. Exact. Fait que là, cherchons ça mais dans le contexte de graphe. C'est en plein ça. OK. Donc, après ça, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais après ça, on va voir. Donc, ça semble naturel, au moins, de faire ce chemin-là. Évidemment, après ça, il faudrait justifier que c'est pas juste parce qu'on mais ça fit bien ou ça marche bien. Il y a plein de propriétés, disons, intrinsèques des fonctions propres, des valeurs propres du Laplacien qui encodent la géométrie sur lesquelles, ils ont été définis. Bon, ça prendrait un petit peu plus de temps pour, disons, justifier ça, mais au moins, d'un point de vue heuristique, ça a du sens d'essayer de recopier cette dynamique-là, mais dans le contexte des graphes. OK, merci. C'est bon? Ouais. OK. Donc, les graphes qu'on va utiliser, un graphe G, ce sont des sommets qui vont être dans un ensemble V, des arêtes. Et nous, on va considérer des graphes qui sont donc pondérés avec une matrice de poids. Donc, ici, c'est la matrice d'adjacence des poids. Okay. Donc, les graphes ne seront pas orientés, ce qui veut dire que cette matrice-là va être symétrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je prends un graphe simple ici, avec par exemple 3 sommets, ici, V, ça va être quoi? Ça va être l'ensemble qui contient mes 3 sommets, 1, 2, 3. Ici, j'ai combien d'arêtes? J'en ai 2. Donc, l'ensemble des arêtes, j'ai 1, 2, ce qui veut dire que j'ai aussi la paire 2, 1, mais on ne la réécrira pas. Et j'ai 2, 3. Okay. Et là, si je voulais, donc il faudrait que je mette des poids ici. On pourrait dire que c'est peut-être, je ne sais pas, 4 et 5. Et donc, j'aurais comme poids W 1, 2, ça vaut 4. C'est aussi la même valeur que W2, 1. Et W2, 3, c'est 5. Okay? Donc, on pourrait populer une matrice 3 par 3 de cette manière. Okay? Ce sont les graphes qu'on va considérer. Donc, typiquement, là, ce qui pourrait arriver, c'est que vous avez une surface en 3 dimensions. Vous prenez un maillage de points sur cette surface-là, vous obtenez un nuage de points qui baigne dans R3. Et là, vous en construisez un graphe.
Donc, vous voulez construire, par exemple, des poids. On peut prendre des poids où on peut fixer un certain seuil de distance. On peut prendre des gaussiennes, des noyaux gaussiens où le poids va diminuer de manière gaussienne en fonction de la distance euclidienne sous-jacente et ainsi de suite. Mais disons que nous, ça va être ce contexte-là dans lequel on va travailler. Je n'ai pas trop de temps là, pour m'étirer là-dessus. Fait on a ça. Qu'est-ce qu'une fonction sur un graphe? Donc, une fonction sur un graphe, donc une fonction f, on va l'appeler de manière un peu pédante dans L2 de V, c'est une fonction, en fait, une application des sommets dans R. Et c'est quoi finalement? C'est à chaque sommet, on associe un nombre réel. Donc, par exemple, en 1, ça a une certaine valeur. En 2, ça monte un peu moins haut. En 3, ça peut descendre, peu importe. OK? C'est simplement ça. Donc, finalement, une fonction f sur notre graphe, c'est un vecteur donc, qui peut être vu comme un vecteur de Rn avec n qui est égal au nombre de sommets qu'on a dans le graphe. Et là, ben, on veut construire le Laplacien. Le Laplacien, sa définition qu'on a vue tout à l'heure, c'était la divergence du gradient. Donc, on va commencer par définir un gradient, définir un opérateur de divergence, et ensuite, le Laplacien, ça sera la divergence du gradient. Donc, on y va. Donc, on va l'appeler le G gradient. Donc, le graphe gradient, c'est un opérateur qui prend quoi? D'habitude, le gradient prend une fonction et la transforme en champ vectoriel. Donc, c'est l'équivalent ici. Le gradient va prendre une fonction sur les sommets pour la transformer en fonction sur les arêtes. Donc, on va prendre f et l'associer au gradient de f avec la règle suivante. Donc, le gradient de f. Donc là, maintenant, le gradient de f, c'est une fonction sur les arêtes. Donc, ça prend comme argument une arête. Donc, I et J, hein, ça prend deux sommets qui sont connectés. Ça va être quoi? Bien, simplement une différence. Donc, ça va être f de J moins f de I. Donc, si vous avez la fonction f ici en rose, bien, si vous prenez une arête en particulier, bien, le gradient de f ici, ça va être donc f de 3 moins f de 2. Est-ce que ça va pour ça? On a défini le gradient qui nous permet de passer de fonctions définies sur les sommets à des fonctions définies sur les arêtes. On peut définir la divergence maintenant. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai autant envie d'utiliser des couleurs, peut-être parce que c'est gris dehors. Donc, G divergence, donc l'opérateur de divergence sur les graphes, ben, lui fait l'inverse. Donc, c'est l'opérateur div qui nous permet de prendre une fonction définie. Donc, L2 de E, c'est une fonction qui est définie sur les arêtes. Donc, L2 de E vers L2 de V. Et qui fait quoi? Ben, que la divergence. Donc, si j'ai une fonction f définie sur les arêtes, la divergence de f évaluée en i. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les sommets qui sont connectés à i. Donc, on prend tous les j tels que ij est une arête. Et on va prendre le poids qui pondère la relation entre i et j multiplié par la valeur que prenait f entre i et j. Okay. Donc, on a un gradient, on a une notion de divergence sur notre graphe, ce qui fait qu'on peut définir le Laplacien de manière tout à fait analogue à celle qu'on avait pour le Laplacien usuel. Donc, on a le G Laplacien.
Donc, le G laplacien, c'est simplement, donc si je compose la divergence avec le gradient, je vais avoir une application qui va prendre donc le Laplacien usuel transforme les fonctions en d'autres fonctions. C'est la même chose avec le Laplacien ici sur un graphe. Ça va agir, ça va prendre une fonction sur les sommets, transformer en autre fonction sur les sommets. Et donc, le Laplacien, c'est la divergence du gradient. De manière plus explicite, le Laplacien d'une fonction f est aussi une autre fonction. Si on l'évalue à un sommet i, ça va être la somme pour tous les j tels que ij est une arête. Donc, on a le poids ici qui relie le poids qui relie i à j fois f de j moins f de i. Okay, donc, ça, c'est des petits détails calculatoires. Je n'ai pas le temps de faire plus en profondeur, mais on a maintenant un Laplacien. Le Laplacien, en fait, donc c'est de la pédanterie ici d'appeler ça L2 de V, L2 de V. On sait que si ici V a 3 sommets, ça c'est quoi? C'est essentiel, c'est isomorphe à R3. Donc ça, j'ai R3 et ici j'ai R3 aussi. Donc finalement, le Laplacien prend un vecteur de R3 et le transforme en un autre vecteur de R3. Et il le fait de manière linéaire ici. Donc ici, on peut écrire le Laplacien, en fait. Donc, le Laplacien agit de Rn dans Rn, où n, c'est le nombre de sommets de mon graphe. Et le Laplacien, c'est rien d'autre que la matrice suivante, D moins W. Donc là, c'est la matrice des poids. Et D, c'est une matrice diagonale. Donc, des zéros partout à part sur la diagonale. Et la diagonale, c'est le degré de chacun des sommets. Donc, on peut montrer que cette manière-là d'écrire le Laplacien, qui découle de l'écriture de la composition de la divergence avec le gradient, en fait, le Laplacien, c'est une matrice qu'on obtient en faisant D moins W. Et ça, c'est intéressant. Parce que W, on sait que c'est une matrice qui est symétrique, puisque notre graphe n'est pas orienté. Donc, le poids qui relie le sommet I au sommet J, c'est le même que celui qui relie J à I. W est une matrice symétrique, D est une matrice diagonale, et donc le Laplacien est une matrice symétrique. Le Laplacien est une matrice symétrique. Qu'est-ce qu'on sait sur les matrices symétriques? Ben, elles vont admettre une base de vecteurs propres orthogonaux. Le théorème spectral par le théorème spectral. Donc, il existe donc phi 1 jusqu'à phi n, une base orthonormale de vecteurs propres du Laplacien. Donc, ça veut dire que si on prend le Laplacien appliqué au vecteur phi i, on obtient une valeur propre lambda i phi i. On est assuré de ça par le fait que, par construction, ben, on a une matrice symétrique. Le Laplacien, c'est une matrice qui est symétrique. Et là, on a fait un grand détour, mais on se rapproche. Parce que rappelez-vous ce qu'on veut faire. On veut définir une théorie de Fourier de manière analogue à ce qu'on a fait de manière standard, c'est-à-dire avec le produit scalaire entre des fonctions propres du Laplacien et la fonction qu'on veut transformer. Et une fois qu'on a une théorie de Fourier, on utilise le théorème de convolution pour définir la convolution. Donc, il s'agit simplement de définir la transformée de Fourier et son inverse. On peut le faire maintenant, puisqu'on a des fonctions propres du Laplacien. Donc, on est prêt à définir une théorie de Fourier. On est prêt à définir une G-théorie de Fourier, donc une théorie de Fourier sur les graphes. Donc, la transformée de Fourier directe
Donc, si je veux créer f chapeau, évalué en i, donc f chapeau, ça va être un vecteur. Les fonctions, là, donc la transformée de Fourier prend une fonction et la transforme en une autre fonction. Les fonctions sur un graphe, ce sont des vecteurs avec n composantes. Donc ici, la transformée de Fourier d'une fonction f évaluée à la composante i, ça va être quoi? Donc ici, vous pouvez voir ça comme la fréquence qu'on veut. Bien, on prend le produit scalaire de la fonction initiale f avec quoi? Avec la fonction propre associée à la fréquence qu'on veut ici, avec donc la im fonction propre. Donc, quand on écrit ça dans le détail, donc ça, on prend ça par rapport, ça va nous donner somme pour les cas allant de 1 jusqu'à n, donc de fk fois le conjugué de phi i évalué en k. Et donc, on a une transformée de Fourier sur les graphes parce qu'on a réussi à trouver des fonctions propres du Laplacien par la définition qu'on a construite dans la section précédente. Ça, c'est la transformée de Fourier directe. Donc, ça, c'est f de f. De manière tout à fait naturelle et analogue, on définit la transformée de Fourier inverse de f chapeau évalué en j. Ça, c'est f de j. Donc, on va prendre avec la même idée, donc on va prendre le produit scalaire de f chapeau avec la fonction propre qui correspond à ce qui nous intéresse en j ici. Et donc, on obtient encore une expression qui est tout à fait similaire. Mais à partir du moment où on a ça et qu'on a un produit scalaire inhérent dans l'espace qu'on est, c'est l'espace euclidien, on peut définir une transformée de Fourier et une transformée de Fourier inverse. Et donc, on a enfin tout ce qu'il faut pour définir la convolution sur les graphes. Ainsi, donc là, si j'ai donc un signal sur une fonction sur un graphe f et un filtre h, la convolution de ce signal-là avec le filtre ici, ça va être la transformée de Fourier inverse du produit usuel des transformées de Fourier entre f et h. Et ici, c'est le produit de Hadamard. Ça veut dire qu'on prend composante par composante. C'est ça qu'on fait. On peut l'écrire au long, mais je pense que l'idée est claire ici. Donc, une fois qu'on a réussi à définir les transformées de Fourier et son inverse, ben, on a réussi notre objectif. On a maintenant une convolution sur les graphes. Et donc, on peut construire, je n'ai pas été du tout dans le détail de la construction des réseaux de convolution, mais si vous avez compris ce que je racontais au début avec mes voitures, ben, les réseaux, ils vont apprendre ici à développer les bons filtres pour identifier une voiture. Donc, au début, peut-être que ça ne nous aide pas, mais après plusieurs itérations, j'ai appris que ça m'aidait pour bien être performant avec l'identification de voiture, d'avoir un filtre qui ressemble à ça. Et ça, on le faisait avec la convolution. Maintenant, si nos données de départ, elles vivent sur des graphes, je peux faire la même chose. Je peux faire apprendre sur des filtres H qui sont des signaux définis sur les graphes et convoluer par cette stratégie-là. Donc, c'est un des points de l'article de Bronstein et al. Que je trouvais super intéressant parce que ça utilisait un peu d'algèbre linéaire, un peu de théorie de Fourier pour donc expliquer comment on pouvait en arriver à définir des objets qu'on est habitué de manipuler dans l'espace euclidien et voir un peu comment ils fonctionnent sur des espaces où on n'a peut-être pas les mêmes structures à la base. Donc, ça complète mon exposé parce que j'ai presque plus de temps. Je vais retourner vous voir ici. Peut-être, est-ce qu'il y a des questions pendant que je suis encore au tableau avant que je revienne? Mais je vais revenir ici. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui.
Oui, au niveau de la transformée de Fourier inverse, est-ce que j'ai vu que vous n'avez pas pris la fonction propre inverse, alors que dans le cas avec Fourier, il y avait un exponentiel de moins i. Ouais, non, mais en fait, c'est que j'aurais dû ici. Ici, il devrait y avoir un module. Il devrait y avoir un conjugué ici. Ah, ben là, en fait, je ne vous voyais pas. Ouais, on voit pas. Ah, boy, on ne s'habituera jamais à ça. Oui, j'ai oublié. Je pense que je me sentais un peu pressé par le temps. Mais regarde, j'ai rajouté ici une petite barre. Un conjugué complexe. Okay. Et aussi, est-ce que les fonctions propres sont complexes? Parce que là, on travaille dans Rn et chimiquement. Oui, il peut y avoir des vecteurs propres complexes. Ah, ok, d'accord, merci. Ouais. C'est pour ça que c'est important de mettre cette. Mais donc, vous aurez compris là, qu'avec le temps que j'avais, il y a un tas de détails plus précis ou plus, disons, mathématiques. J'ai quand même été obligé, disons que j'ai un tapis qui est assez donc avec une belle bosse présentement parce que j'ai balayé beaucoup de choses sous ce tapis-là. Mais au moins, l'idée, je pense, générale, ça reste quand même celle que je vous ai présentée. Donc, je vais revenir avec mon. Donc, oui, c'est tout sur ce que j'avais à. Oui, Olivier. Oui, salut Guillaume, merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci. Je me demandais les phi, là, les valeurs, les vecteurs propres finalement du Laplacien généralisé. Oui. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est facile à trouver? Je pense qu'en pratique, écoute, moi, ce que je t'explique, je ne suis pas du tout un expert de ce. Je m'intéresse à ça un peu par la bande, là, mais je sais qu'en pratique, ils vont calculer les premières fonctions propres, c'est celles qui ont le moins d'oscillations. Parce qu'évidemment, quand tu as un graphe avec 10 000 ou 100 000, tu ne voudras pas en calculer autant que ça. Donc, ils vont calculer numériquement les premières fonctions propres et c'est assez stable apparemment pour faire donc approximer à partir de ces premières fonctions propres. Donc, ils vont prendre les cas premières avec cas vraiment beaucoup plus petits que n. Et je pense que c'est ça en pratique qui rend ça plus efficace. Ils diagonalisent directement le Laplacien? Parce que là, c'est des espaces vraiment larges, donc même obtenir les vecteurs propres. Après ça, il doit y avoir des techniques numériques avec lesquelles je ne suis pas du tout familier, fait que je ne voudrais pas m'avancer là-dedans. Moi, c'est plus l'aspect, l'idée que. Après ça, je ne sais pas comment ils font pour trouver les premières. Ils ne vont pas diagonaliser. J'imagine qu'il y a des techniques numériques qui leur permettent de faire ça plus simplement, mais celle-là, je ne saurais pas te répondre vite comme ça là-dessus. OK. Merci beaucoup. Plaisir. Je crois qu'il y avait peut-être une autre question. Non, ouais. merci, oui. Oui, Antoine, oui. J'avais deux questions. La première, j'ai pas vraiment compris en fait pourquoi on s'intéressait au graphe. On dirait que dans ma tête, comme une image, à la base, c'est vraiment une grille de pixels, puis je suis pas sûr de comprendre comment ça pourrait être un Mais graphe. c'est parce qu'il peut y avoir différents. Par exemple, imagine que tu veux. Je sais pas, mais tu as des cartes ou des données qui sont sur la surface de la Terre, par exemple, ou sur quelque chose qui n'est pas organisé de manière euclidienne. Tu peux avoir, ou un réseau social où chaque nœud est une personne, et puis là, tu as, je sais pas moi, une information qui est. Donc, si tu veux travailler sur des données qui sont fournies sur un espace qui n'est pas organisé en grille, tu peux vouloir faire les mêmes choses. Et donc, le graphe est, disons, l'exemple un peu prototype, puisque dès que tu fais de la discrétisation sur des surfaces en 3D, tu te retrouves avec un maillage qui va finir par créer un graphe, une structure de graphe. Okay, ça fait que dans le fond, c'est pour traiter d'autres choses que des images. Oui, exact. Donc, c'est pas obligé des images. Donc, j'ai pris l'exemple de l'image mais si on veut faire le même genre de travail, ça peut être sur des espaces qui ne sont pas organisés de la même manière. OK. Puis aussi, je me demandais si peut-être vous aviez une intuition de plus pour dire pourquoi dans la théorie de Fourier ordinaire, comme les E exposant I oméga, leur propriété la plus intéressante, c'est d'être les fonctions propres du Laplacien. Je ne dis pas que c'est leurs propriétés les plus intéressantes, mais disons que pour justifier la construction comme ça, donc c'est l'analogie, je trouvais qu'elle était pertinente. Je ne sais même pas si c'est dans l'article initial. Après ça, ce qui fait que ceci est optimal, on peut montrer, donc quand on utilise les fonctions propres du Laplacien, il y a un caractère. Donc, si on avait plus de temps, on pourrait parler de caractérisation variationnelle des fonctions propres, des valeurs propres. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement optimal dans les plongements qu'on fait avec ces fonctions propres-là. Mais disons qu'avec le temps que j'avais, j'étais obligé d'y aller plus dans le monde de l'analogie, de l'heuristique. Et c'était plus pour illustrer qu'il y avait quelque chose de naturel à faire la même chose dans le contexte des graphes que j'ai choisi cette approche-là. OK, ouais, merci. Je crois qu'il y avait d'autres.
Ouais, moi, j'aurais une question. Oui. Dans le fond, c'est ça, tu sais, ton F, c'est comme la voiture, finalement, c'est ça? Oui, exact. Donc, OK. F, c'est un signal d'entrée. Donc, c'est donc dans le cas d'un réseau de convolution, c'est une notation qui est, je pense, assez standard dans le milieu, mais qui, moi, me OK. dérangeait parce que je voyais ça. Bon, F, on a tendance à l'utiliser plus comme. Mais oui, donc, on peut voir une image comme une fonction qui est définie sur une grille. Ou, par exemple, si tu es en noir ou blanc, ça vaut 0 ou 1, ou sinon tu as une intensité de. Donc, oui, F sert à ça. Donc, tu verrais F comme une fonction sur un graphe. Donc, le graphe, c'est l'espèce d'espace sous-jacent sur lequel est définie ta fonction, qui, lui, n'est maintenant plus organisé en grès. Mhm. OK. Merci. C'est bon? Vas-y, pose ta question. D'accord. Salut. Salut! Si je comprends bien, le problème, c'est pas comment appliquer un produit scalaire dans le graphe, c'est le sens, c'est le chemin qu'il faudrait prendre pour l'appliquer, n'est-ce pas? Oui, exact. Parfait. Il n'y a rien de canonique comme ce l'est dans le cas donc, dans un espace euclidien. Justement, Donc, pardon. dans un espace euclidien, il y a une base qui peut nous permettre de déterminer de quelle manière on va balayer de manière systématique donc, le domaine sur lequel sont définies nos données, finalement. Mais ma question est peut-être due au caractère profane de ma personne en ce moment par rapport au graphe. Mais est-ce qu'un graphe tel que tu l'as dessiné de manière totalement enfantine, j'imaginerais une direction, un sens. On ne peut pas imposer de direction à un graphe. On ne peut pas imposer de Je sens. ne sais pas si moi j'avais imposé. Là, c'est vrai que effectivement, c'est un graphe très enfantin. Je présume que, par exemple, chez Facebook et ailleurs, ils ont des graphes autrement plus compliqués que celui-là. Mais non, donc, oui, OK, j'ai pris peut-être un mauvais exemple parce que là, on pourrait penser que, là, moi, je regarde le graphe, vous ne le voyez plus, mais qu'on peut aller de 1 à 2 et de 2 à 3 de manière très naturelle. Mais prends, par exemple, un graphe qui aurait, imagine, avec 10 000 sommets et que là, il y en a qui sont connectés, il y en a qui ne sont pas. Comment tu ferais pour faire un chemin qui est... Donc, prends par exemple l'adresse de tes 15 meilleurs amis à Montréal. Okay? Tu vas aller les voir pour leur fête. Puis là, tu te dis, ah, ben là, y a-t-il une manière très naturelle d'aller chez le premier, chez le deuxième, chez le troisième, chez le quatrième? Pas clair. Okay? Donc, en fait, donc pardon, vas-y. non, mais je ne sais pas si mon explication te satisfait, c'est mais parfait. ouais. En fait, ce n'était pas ton graphe qui était enfantin, c'est ma question qui est enfantine, parce que je n'ai jamais vu de graphe, mais je me disais, tout comme un vecteur que tu peux aplatir, tu ne peux pas aplatir un graphe selon, par exemple, les poids, la hauteur de ses poids, etc., de sorte à en faire quelque chose de linéaire. Et là, vu que c'est linéaire, tu imposes une direction de gauche à droite. Je pense, non, je ne vois pas comment ça non, c'est ça, Ben non, ça se fait pas comme ça. à cause des connexions. À cause des connexions, parce que tu ne sais pas, a priori, si tout va être connecté ou c'est pas quand tu prends l'exemple justement d'une surface à partir de laquelle on veut faire un maillage. Donc, en général, ce que les gens vont faire, c'est dire prendre la distance euclidienne et après ça, servir de ça pour créer les poids. Il y a les points qui sont trop loin, ils ne vont pas les connecter. Donc, pour avoir un graphe ou une matrice d'adjacence qui va être avec plus de zéro, ça facilite les calculs. Donc, après ça, il y a plein de sommets qui ne seront pas connectés. Là. Je te remercie. Merci. Ça fait plaisir. Oh. J'aurais peut-être une autre question. Oui, vas-y, Elvie. Les graphes, bon, je ne me rappelle plus ce que tu as dit exactement, là, mais il y avait certaines propriétés à ces graphes-là, l'orientabilité, tout ça. Est-ce que cette théorie-là est contrainte par ce genre de propriétés-là ou est-ce que c'est vraiment général? Non. Donc ici, tu pourrais. Par exemple, supposons que on avait pris des graphes qui étaient orientés, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un poids qui était différent qui relie 2 à 3 puis 3 à 2. Donc, si on perd ça, qu'est-ce qui arrive vite de même sur notre raisonnement? On perd la symétrie de la matrice d'adjacence de poids et donc le Laplacien ne devient plus symétrique et donc là, l'usage des vecteurs propres est un petit peu plus, on ne peut plus utiliser le théorème spectral directement. Donc, mais il y a tout un tas de manières de contourner ces affaires-là. Mais donc, il faut faire attention déjà à ça. Donc, les hypothèses sur le graphe sur lequel on travaille donc, vont nous permettre de faire certaines choses ou de devoir travailler différemment si on choisit autre chose. Parfait. Merci beaucoup. Ouais. Taha, tu avais encore une question? Est-ce que ça se peut?
Non, à chaque fois. Ah, OK, c'est la main. OK, non, je pense qu'il n'y a plus de main. Ouais. Bon, ben. Dans ce cas, merci beaucoup à toi d'être venu. C'était une très agréable conférence. Bravo. Ben, merci. Pour la semaine prochaine, nous allons accueillir Jenna ou Jenna, je ne sais pas comment on prononcer, je m'en excuse, Anne. Et le sujet est encore à choisir. Là. Je crois qu'il y avait 4 sujets disponibles, donc on vous le confirmera par courriel. Merci à tous et à toutes d'être venus. Et à la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci.